Alors que l'horizon final de One Piece se dessine, des décennies de récits et de fils entrelacés convergent vers un dénouement sans doute parmi les plus attendus de l'histoire du manga. Les heures de spéculation autour de ces mystères s'estompent peu à peu. Voici donc la manière dont les ultimes fragments du récit pourraient s'unir pour clore l'épopée. Et si l'essence de One Piece ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'art de l'exercer et de la raconter? Le message de Vegapunk sur Egghead entrouvre une fenêtre sur le siècle oublié qui bouscule toutes les étiquettes. Ici, Oda ne trace pas un duel figé entre héros et tyrans. Il orchestre un affrontement d'idéaux où l'outil reste neutre. Tout dépend de la main qui l'oriente et du récit qui l'enferme. Nous verrons comment le gouvernement mondial détourne, déforme et s'approprie les créations, érige la peur en système, et pourquoi la froideur distante de Vegapunk n'est pas une faiblesse, mais une méthode d'enquête. Ainsi s'annoncera le choc des libertés rivales. Luffy, Imu, Barbe Noire. Trois visions qui se croisent, s'opposent et révèlent l'enjeu réel. Non pas vaincre un adversaire, mais inventer un monde où le savoir circule, où la puissance accepte des limites, où Roi des pirates rime enfin avec liberté partagée. Et si la fin de One Piece n'était pas un combat final, mais une bataille d'idées? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si comme moi vous aimez plonger dans les profondeurs de One Piece pour décrypter ses secrets et suivre les pistes les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. Alors prenez le temps de vous installer et embarquons ensemble à la découverte de cette énigme. Moshi moshi? 私はドクター・ベガパンク。しがない天才科学者だ。それが世界の真実である。 Partons donc du conflit du siècle oublié. Dans sa transmission durant l'arc d'Egghead, Vegapunk livrait une annonce brumeuse d'un chaos à venir, assortie d'excuses étranges où certains éléments décisifs ont été coupés. La plupart du temps, il justifiait surtout son impossibilité de pousser l'analyse au-delà des rares faits en main. Retenons l'essentiel qu'il martèle à plusieurs reprises. Il n'est pas venu désigner un coupable, il persiste à demeurer neutre et refuse d'apposer les étiquettes de bien ou de mal à ceux qui l'ont condamné pour avoir fouillé l'histoire effacée, au motif qu'il en sait trop peu. Il confie ensuite son rêve d'une énergie inépuisable au service de la paix, tout en le qualifiant de premier péché, celui d'avoir voulu voler trop près du soleil. Même retenu lorsqu'il juge l'affrontement qu'il y a eu il y a 800 ans, un choc de deux idéologies à la cause indéterminée. Puis, il revient sur ses péchés en détail, s'excusant et se tenant pour responsable des dégâts indirects nés du vol et de la perversion de son œuvre. Enfin, il s'interroge sur la décision de Joy Boy d'avoir préservé les armes antiques dangereuses et médite sur qui est le bien et qui est le mal. Vegapunk ne cherche pas à juger l'histoire, il montre que même Joy Boy pourrait avoir été ambigu. À la lecture, on y voit un écho direct aux épisodes et aux leçons de Water 7. En revisitant cette saga, on constate qu'Oda a déjà livré une réponse au dilemme moral de Vegapunk. On comprend soudain pourquoi il peine à cerner les causes de la guerre ancienne et pourquoi il refuse d'opposer les étiquettes de bien et de mal. Avec la diffusion de ce message, l'auteur aligne 3 épisodes clés qui éclairent par touche les nuances du conflit du siècle oublié. Tous obéissent au même mécanisme. Le gouvernement mondial détourne l'œuvre des créateurs pour en faire un véhicule de subversion. Que ce soit un navire, un livre ou une source d'énergie, tout peut être transformé en une arme par le gouvernement. Dans le flashback de Franky, le CP5 dérobe ses cuirassés et orchestre une attaque sous faux drapeau contre un navire judiciaire pour faire tomber Tom, le charpentier naval qu'ils veulent arrêter afin de mettre la main sur les plans de l'arme antique Pluton. Ébranlé par la menace qui pèse sur Tom, Iceberg accuse les créations de Franky et soutient que des armes puissantes ne devraient tout simplement pas exister. Ici, l'auteur pose une question morale au lecteur. Concevoir un outil redoutable, est-ce en soi une faute, puisque d'autres pourraient en abuser? Tom balaie cette idée quand il revendique avec fougue la fierté du créateur. Il assène une gifle à Franky pour avoir renié ses navires, et en exemple, affirme être fier d'avoir construit l'Oro Jackson pour Roger, même au seuil de l'exécution. Les habitants de Water 7, gagnés par la mise en scène gouvernementale, vouent Franky aux gémonies et écartent ses protestations selon laquelle Spandam a monté toute l'opération. En un instant, Tom et ses ouvriers endossent le rôle des méchants. Ensuite, dans le flashback de Robin, le gouvernement mondial a légitimé la destruction d'Ohara en diabolisant ses savants, présentés comme des démons prêts à anéantir le monde grâce aux armes antiques.
dressant ainsi l'opinion contre eux et installant la peur. Ironie cruelle, ce même pouvoir convoite ses armes pour son propre compte, tout en exploitant l'histoire qu'il muselle. Clover déjoue la manœuvre et met à nu des prétextes bancals façonnés pour attiser la panique et retourner le public contre les érudits. Même Icebarg, pourtant méfiant à l'égard du gouvernement mondial, se laisse d'abord gagner par ce récit. Il avertit Robin que sa faculté de lire les poneglyphes mettrait le monde en péril, et par ricochet, taxe son rêve d'étudier l'histoire d'égoïsme. Frankie, lui, fort de la leçon de Tom, balaie cette idée au chapitre 375. Il presse Robin de fuir et de retrouver les siens, mais elle s'y refuse, convaincue que sa seule présence les condamnerait à cause des ennemis qui la poursuivent. Frankie lui rétorque alors que le fait d'exister n'est pas un crime. La véritable menace, c'est l'État qui l'affuble de l'étiquette de criminel et transforme son existence même en prétexte pour légitimer sa persécution. Enfin, dans sa transmission, Vegapunk qualifie la découverte de la Mother Flame de péché, car cette source d'énergie a ensuite été dérobée par le gouvernement mondial pour activer une arme antique et anéantir Lulusia. Il s'y excuse d'avoir rêvé d'un avenir meilleur, disant avoir volé trop près du soleil. L'image renvoie au premier monde du Halley, où l'humanité gagnée par sa cupidité touche le soleil interdit et provoque sa perte. Pourtant, l'élan de Vegapunk, fondé sur l'altruisme, reflétait sans doute la vocation initiale de la Mother Flame lors du siècle oublié, élever, non détruire. Le vol et la perversion de ce pouvoir par le gouvernement, eux, résonnent avec l'idée de l'homme qui cède à la convoitise. La Mother Flame n'était peut-être pas une arme, mais une promesse de progrès volé. Dans ce contexte, on peut aussi estimer que le vol et la perversion de son invention par le gouvernement mondial résonnent avec les circonstances qui ont conduit à l'effacement du royaume antique, vraisemblablement présenté comme un danger pour légitimer son anéantissement. Les leçons de Tom à Water 7 éclairent ce point. Quel que soit le navire, le fait de le construire n'a rien d'incriminant et un artisan doit revendiquer la fierté de son œuvre. En somme, la faute ne naît pas de la création elle-même, mais de ceux qui choisissent sciemment d'en détourner la puissance. Otohime, dans l'arc L'île des hommes poissons, décrit Poséidon, un pouvoir hérité par une princesse sirène tous les quelques siècles, comme guidé à la fois par la princesse et un individu prophétisé pour le bien, ce qui souligne que son impact dépend de l'intention de son usage et non pas de son existence. Quand le gouvernement mondial dit que ses pouvoirs rendent les gens cupides, c'est faux. Ils s'en servent comme excuse pour cacher les vrais coupables, ce sont leurs propres choix. Le pouvoir, comme la Mother Flame ou Poséidon, est neutre. La cupidité est une faille humaine, pas un résultat inévitable. Dans One Piece, le pouvoir n'est jamais mauvais, ce sont toujours les hommes qui le corrompent. En diabolisant des créateurs comme Vegapunk ou la civilisation du siècle oublié, le gouvernement mondial légitime son emprise, et c'est précisément cette subversion idéologique qui éclaire la réticence de Vegapunk à poser des étiquettes morales. Bien qu'il ait servi l'institution, personne ne le confond avec les nobles du monde qui la dirigent. Et le conflit du siècle oublié n'avait sans doute rien d'un affrontement manichéen, mais tout d'un choc d'idéologie brouillée par la manipulation. Par subversion idéologique, il faut entendre la fabrication délibérée de croyances, de valeurs et de perceptions, afin de contrôler ou déstabiliser un groupe en tordant la vérité et en propageant la propagande. Le vrai champ de bataille n'est-il pas l'esprit des peuples eux-mêmes? Dans One Piece, l'instrumentalisation de cette subversion par le gouvernement mondial fait en sorte que la parole de figures comme Tom ou Clover n'atteigne jamais le commun des mortels, car elle incarne une idéologie traquée et méthodiquement effacée avec ceux qui la portent. En façonnant la perception publique jusqu'à faire de la croyance une menace existentielle, le pouvoir rallie sans peine la planète entière contre les ennemis qu'il désigne. C'est très certainement ainsi qu'ils ont levé une armée provisoire de 20 royaumes pour combattre aux côtés du gouvernement contre Joy Boy et ses alliés. L'hypersimplification morale demeure l'une des armes favorites, comme par exemple peindre les pirates en incarnation du mal afin de dissuader toute défection de leur ordre. Pourtant, le tableau se complique. Les équipages sans boussole morale qui pillent et ravagent des innocents valident le récit officiel. Les victimes de ces exactions finissent par voir la marine d'un bon œil, tant elle compte de soldats de bonne volonté. A l'inverse, ceux qui souffrent de la corruption de la marine lorsque certains d'entre eux abusent de leur pouvoir ou lorsque des nobles exploitent leur statut se tournent vers des pirates qui redéfinissent leur voie comme une quête de liberté. Des pirates comme Barbe Noire, mus par la volonté de dominer, renvoient en miroir la cupidité du gouvernement mondial et montrent bien que les étiquettes de pirates, marins ou nobles ne se rangent pas sagement dans des cases du bien ou du mal car chacune recèle les deux. D'où, en partie, la difficulté de Vegapunk à désigner une cause et un coupable en parlant du siècle oublié. À ses yeux, il ne s'agissait que du choc de deux courants de pensée, tandis que nous, lecteurs, connaissons déjà la doctrine de ceux qui s'acharnent à réécrire l'histoire. Leur système repose sur des fondations si fragiles qu'ils ne se maintiennent qu'à force de mensonges, au point que même ceux qui les servent finissent par voir combien ces pratiques sont aussi illégitimes que son origine.
Au chapitre 793, Fujitora rappelle que la justice ne se déshonore pas quand on la garde chevillée au corps et qu'une institution qui perd sa crédibilité en reconnaissant ses torts, c'est qu'elle n'en avait jamais eu. Au milieu de cette fragmentation, une silhouette s'impose comme Mihawk l'observe au chapitre 561, Monkey D. Luffy. Il possède cette aptitude redoutable à rallier quiconque croise sa route sans effort apparent, et son éthique contagieuse finit par souder les individus au-delà des clivages. A l'inverse de Barbe Noire et du gouvernement, incapable d'imaginer l'épanouissement sans emprise. Luffy ne cherche pas à régner, mais à devenir l'homme le plus libre des mers. Une incarnation probable de l'idéologie effacée d'une civilisation fondée sur l'unité et la liberté. Celle-là même que Clover disait redoutée par le pouvoir, car son retour en mémoire mettrait fin à son règne. Dès lors, les mêmes procédés trompeurs qui furent employés pour piéger Tom et ses ouvriers, justifier l'anéantissement de Robin et des érudits d'Ohara, ou étouffer les voix gardiennes de l'ancienne sagesse à travers les poneglyphes, tout ça a conduit Vegapunk à tenir sa propre création pour un péché. Détourner la vérité afin de conserver l'ascendant, telle est la méthode des artisans de l'ombre du gouvernement mondial pour dresser le monde contre la civilisation avancée, en gommant son héritage de liberté par la falsification du sens de chaque source de puissance afin d'empêcher qu'elle n'élève le monde qu'ils entendent dominer. En somme, corrompre puis briser l'énergie sacrée qui n'avait jamais été destinée à de tels usages. Il y a encore une chose à garder à l'esprit. Comme l'a noté Vegapunk, le conflit se poursuit car le gouvernement mondial n'a toujours pas atteint son objectif d'éteindre une ère de la piraterie qui ne cesse de se rallumer. Rob Lucci l'a confirmé à Water 7. S'emparer de Pluton visait précisément à mettre fin à l'ère des pirates. Plus récemment, au chapitre 1155, Rox révèle à Harald son plan de prendre la ruche et d'y établir un paradis pour les pirates, d'écraser la marine et de devenir le roi du monde, un rêve que l'on s'est transmis à son fils Barbe Noire. Ainsi, Imu, Barbe Noire et Luffy se heurtent parce que chacun poursuit un monde où sa propre liberté est maximale et où les siens prospèrent. Mais leur vision de cette liberté diverge totalement. Devenir roi des pirates pour Luffy n'a rien à voir avec de l'emprise ou du pillage. Il désire la liberté et la joie pour lui-même et ses amis. Barbe Noire, lui, ne court qu'après la puissance, instrumentalisant les liens comme des leviers, à l'image d'Imu et du gouvernement mondial qui privilégie la domination de leurs cercles royaux sur le reste du monde. Et même si Barbe Noire et Imu obéissent à des ambitions foncièrement matérialistes, les trois projets, celui de Luffy, le sien et celui d'Imu, relèvent au fond d'une même quête de liberté absolue, que chacun décline toutefois sous des formes radicalement opposées. Au fond, le siècle oublié n'oppose pas des bons à des mauvais outils, mais deux usages du pouvoir. Le confisquer par le secret et la peur, ou l'ouvrir avec des règles. Vegapunk nous dit d'attendre les preuves et de juger non l'objet, mais la façon dont il est gouverné. De Water 7 à Ohara, Oda répète la même idée. Une invention n'est ni bonne ni mauvaise en soi, tout dépend de la main qui s'en sert. Si l'histoire devient l'enjeu du pouvoir, seule la mémoire, la transparence et la responsabilité le rendent légitime. Le reste n'est que domination déguisée. C'est là que se jouera l'issue, non en écrasant l'adversaire, mais en bâtissant un ordre où le savoir circule et la force est encadrée, jusqu'à faire du roi des pirates non un conquérant, mais celui qui multiplie la liberté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas, tout ça, abonnement, pouce bleu, etc. Merci à tous ceux qui y penseront, et salut!